Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de l'articulation de l'épaule et précisément on va traiter un sujet qui est très important, très intéressant. C'est le sujet de la capsulite rétractile. La capsulite rétractile qui touche l'articulation de l'épaule. L'épaule, c'est une articulation complexe. Elle joue un rôle de liaison entre le tronc et le membre supérieur. C'est une articulation qui est très mobile. Elle permet de réaliser des mouvements dans tous les plans de l'espace. Et elle se compose de plusieurs articulations telles que l'articulation scapulo-humérale, l'articulation scapulo-thoracique, l'articulation sous-deltoïdienne, l'articulation subacromiale, l'articulation acromioclaviculaire et sternocostoclaviculaire. Donc il y a plusieurs articulations, c'est un complexe articulaire et chaque articulation présente ses propres caractéristiques. Et au sein de ce complexe articulaire, il y a des moyens d'union comme les tendons et les ligaments et la capsule articulaire, etc. Alors, concernant la capsulite rétractile proprement dite, c'est une maladie inflammatoire qui se caractérise par une rétraction et par un épaississement de la capsule fibreuse articulaire et elle peut entraîner une luxation si elle n'est pas bien traitée. Raison pour laquelle il faut la prendre en charge le plus tôt possible. Il ne faut pas la négliger pour éviter bien sûr les complications défavorables qui peuvent arriver par la suite. Au niveau de l'épaule, la capsulite rétractile est appelée aussi l'épaule gelée. On dit l'épaule gelée. Elle compte parmi les tableaux cliniques de la périarthrite scapulo-humérale. Parce que normalement, lorsqu'on parle de la périarthrite scapulo-humérale, on peut parler de plusieurs tableaux cliniques. Le terme de la périarthrite scapulo-humérale dans le domaine de la médecine et dans le domaine de la rhumatologie désigne plusieurs pathologies, comme par exemple les tendinopathies. Les tendinopathies simples, il y a aussi la tendinite calcifiante, la bursite calcifiante. Aussi parmi les tableaux cliniques de la périarthrite scapulo-humérale, c'est ce qu'on appelle l'épaule pseudo-paralytique. L'épaule pseudo-paralytique, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement une rupture qui est partielle au total d'un élément ou de plusieurs éléments de la coiffe des rotateurs. D'accord? La coiffe des rotateurs se compose de 5 muscles. Ce sont les rotateurs internes et les rotateurs externes de l'épaule. On a le supraépineux et l'infraépineux et le petit rond, ce sont des rotateurs externes de l'épaule. On a le sous-scapulaire, c'est un rotateur interne de l'épaule. Il participe à la rotation interne avec d'autres muscles. Et le cinquième élément qui fait partie de la coiffe des rotateurs, c'est la grande portion des biceps. Donc, en cas d'une rupture de l'un de ces muscles, ou bien une rupture d'un tendon de l'un de ces muscles, on parle de quoi? On parle de l'épaule pseudo-paralytique. D'accord? Et aussi parmi les tableaux cliniques de la périarthrite scapulo-humérale, c'est ce qu'on appelle la capsulite rétractile. D'accord? Donc la capsulite rétractile compte parmi les manifestations cliniques de la périarthrite scapulo-humérale. Je pense que c'est clair. Alors, les causes de la capsulite rétractile sont indéterminées, mais il y a des facteurs de risque qui peuvent être derrière cette maladie, comme par exemple le diabète. L'épaule gelée est beaucoup plus fréquente chez les diabétiques. Il y a aussi d'autres maladies qui peuvent être la cause de ce problème, comme par exemple l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, les problèmes cardiovasculaires en général, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et dans certains cas, le cancer. Par exemple, s'il y a un nodule sous-axillaire, on peut parler aussi de l'algodystrophie, etc. Quoi d'autre? Aussi parmi les causes majeures de la capsulite rétractile au niveau de l'épaule, je dis bien les causes majeures, c'est quoi? C'est l'immobilisation prolongée. Ça c'est très important parce que dans la plupart des cas, la capsulite rétractile s'installe suite à une immobilisation prolongée de l'épaule et des coudes après une fracture par exemple, ou bien après une intervention chirurgicale.
Quoi d'autre? L'épaule gelée peut être aussi la conséquence d'un processus inflammatoire, une inflammation d'un muscle ou bien d'un tendon, comme dans le cas de la tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, maintenant on passe à l'évolution de la maladie. Généralement, l'évolution de l'épaule gelée passe par 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase algique. La phase algique, ça veut dire la phase douloureuse. Cette phase dure presque 3 mois, les 3 premiers mois. Elle se caractérise par une douleur qui est importante, qui s'installe au début au niveau de l'épaule, puis elle peut irradier progressivement vers le coude. C'est une douleur qui est intense, c'est une douleur qui est mécanique et en même temps inflammatoire. Elle se déclenche pendant l'activité, pendant l'effort et aussi pendant le repos et surtout pendant la nuit, ce qui provoque une perturbation du sommeil. D'accord? Donc la première phase, c'est la phase algique, bien la phase douloureuse. Quoi d'autre? La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'état. La phase d'état, qui dure presque une année, elle commence à partir du 4e mois jusqu'à une année. Dans cette phase, la douleur commence à diminuer progressivement, mais on trouve une raideur articulaire et on trouve une limitation des mouvements au niveau de l'articulation gléno-humérale. Et la troisième phase, c'est la phase de récupération, comme son nom l'indique. Dans cette phase, le malade commence à récupérer progressivement le fonctionnement de son épaule. Donc, la douleur va disparaître et les raideurs articulaires vont disparaître au niveau de l'articulation gléno-humérale et le malade commence à récupérer progressivement le fonctionnement de son épaule. Et cette phase peut rester jusqu'à 24 mois. Ça veut dire 2 ans. D'accord? Donc, la capsulite rétractile se caractérise par une évolution qui est très lente. Elle peut rester jusqu'à 24 mois. Alors maintenant, je vais passer directement à la rééducation. Qu'est-ce qu'on fait face à un patient qui présente une capsulite rétractile de l'épaule? Bien sûr, la première séance, on doit réaliser les bilans nécessaires. On commence par l'anamnèse. Il faut savoir la cause de la maladie. Est-ce qu'elle avait une fracture, par exemple, auparavant? Est-ce qu'il souffre d'une maladie chronique qui peut être la cause de ce problème, etc. Donc, on fait un examen global, un examen qui est spécifique selon chaque phase. On fait un examen qui est spécifique selon chaque phase et on choisit le protocole qui est convenable selon chaque phase. Parce que la première phase est différente par rapport à la deuxième phase et la deuxième phase est différente par rapport à la troisième phase. Alors, on commence par la première phase qui était la phase algique. Normalement, dans cette phase, il ne faut pas toucher le malade. De préférence, il ne faut pas toucher le malade. Il est conseillé de ne rien faire. Pourquoi? Parce que la phase algique, il est appelé aussi la phase chaude. Pourquoi on dit la phase chaude? Tout simplement parce qu'il y a une inflammation. L'inflammation des tendons, l'inflammation de la bourse, l'inflammation de la capsule articulaire. Donc, il ne faut pas toucher le malade. Et le traitement médical sous forme des antalgiques et des anti-inflammatoires étant le seul prescrit par le médecin traitant. Donc, le médecin propose des antalgiques pour calmer la douleur et propose des anti-inflammatoires, des corticoïdes non stéroïdiens pour traiter l'inflammation et aussi une écharpe. Alors, le patient doit porter une écharpe pour fixer l'articulation de l'épaule et pour donner plus de repos à l'articulation et à ses composantes. D'accord? Et pratiquement, si on reçoit un patient avec une prescription médicale pour des séances de la rééducation dans cette phase, on fait appel seulement à des méthodes et à des manœuvres de la sédation de la douleur, comme par exemple le massage. On fait un massage à but sédatif et circulatoire et décontracturant.
Et ce massage concerne les muscles qui entourent la ceinture scapulaire, comme par exemple le grand pectoral, comme le grand rond, comme le trapèze, le supraépineux et l'infraépineux. D'accord? Et aussi, on peut appliquer la cryothérapie, ça c'est très important aussi, la cryothérapie qui permet de calmer la douleur et de traiter et réduire l'inflammation. Et de préférence, la cryothérapie doit être effectuée et appliquée en alternance avec la thermothérapie. Et là, je parle de la thermothérapie superficielle, mais bien sûr, il faut respecter les indications et les contre-indications de chaque technique. Par exemple, pendant les premiers jours, si l'inflammation existe toujours, il ne faut pas appliquer la thermothérapie parce qu'elle est absolument contre-indiquée. On fait juste la cryothérapie. Mais après 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, après avoir traité l'inflammation, on peut appliquer la thermothérapie superficielle en alternance avec la cryothérapie. D'accord? Donc c'est en général la première phase. La deuxième phase, c'est la phase d'état. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, dans cette phase, la douleur va disparaître, mais on trouve des raideurs articulaires. Donc l'objectif de la rééducation, c'est quoi? C'est la récupération des amplitudes articulaires perdues par la mobilisation passive, la mobilisation passive qui doit être douce et non douloureuse de l'articulation gléno-humérale et de l'articulation scapulo-thoracique en utilisant les manœuvres de dégagement de la tête humérale. Ça veut dire quoi le dégagement de la tête humérale? Ça veut dire la traction axiale. C'est ce qu'on appelle la décoaptation gléno-humérale. D'accord? La traction axiale et la décoaptation gléno-humérale permet d'étirer le manchon capsulaire et permet de libérer un peu l'espace entre les deux surfaces articulaires qui sont la cavité glénoïde et la tête humérale. D'accord? À part la mobilisation passive, le patient peut faire des mouvements pendulaires en décubitus ventral. Il va se mettre en décubitus ventral, l'épaule en dehors de la table et il va faire des mouvements de circonduction avec un poids et sans poids. Il y a aussi l'hydrokinésithérapie, c'est très important, elle peut être utile dans ce cas, ça veut dire la mobilisation solo. Puis on passe au renforcement musculaire. Il faut renforcer les fléchisseurs et les abducteurs, le renforcement qui doit être au début statique et après on fait un renforcement dynamique des fléchisseurs et des abducteurs. Le renforcement dynamique est le plus utile et le plus efficace dans ce cas. Il faut juste respecter la progressivité dans les actes. On commence par le renforcement isométrique, puis on passe au renforcement isotonique. Et aussi, il faut renforcer les muscles de la coiffe des rotateurs. D'accord? Alors, on passe maintenant à la troisième phase, c'est la phase de récupération. Donc, dans cette phase, la douleur n'existe pas. On a déjà traité et on a déjà récupéré les amplitudes articulaires perdues. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste là la fonction. D'accord? Donc, le protocole de la rééducation de la troisième phase doit être axé et focalisé sur des exercices proprioceptifs. Pourquoi? Pour renforcer, pour privilégier l'équilibre de la ceinture scapulaire. Ça, c'est très important. Le travail de l'équilibre de la ceinture scapulaire est très important dans ce cas. Il consiste à apprendre aux malades comment placer l'épaule basse avant d'entamer le mouvement et comment fixer et stabiliser la scapula au démarrage du mouvement. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que normalement, l'abduction de l'épaule se fait au niveau de l'articulation gléno-humérale et non pas au niveau de l'articulation scapulo-thoracique. Donc, il faut travailler l'équilibre de l'articulation gléno-humérale et de la ceinture scapulaire. Et aussi, parmi les moyens qui peuvent nous aider dans ce sens, c'est quoi? C'est le renforcement des rotateurs. Les rotateurs latéraux des bras et aussi les rotateurs internes. Il faut les renforcer d'une manière statique et dynamique. Et ce renforcement permet
d'obtenir un bon équilibre entre les différents éléments de la rotation, ou bien les différents éléments du couple de la rotation qui sont le deltoïde et aussi le deltoïde et les rotateurs. D'accord? Donc c'est ça en général le protocole. Je vais récapituler. En cas d'une capsule rétractile de l'épaule, la rééducation est divisée en 3 parties. La première partie, c'est la sédation de la douleur pendant la première phase. La deuxième partie, c'est la récupération des amplitudes articulaires dans la deuxième phase par l'embolisation passive et les mouvements pendulaires et le renforcement musculaire et l'hydrochésithérapie. Et la troisième partie, c'est le travail de la proprioception.